Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Hong Hong. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Lin Hongyin, plutôt connue sous le nom de Hong Hong. Et c'est elle qui est à l'origine du Festival international de guimbarde de Taïwan, dont nous avons parlé dans les 2 décryptages précédents, que je vous invite à écouter si vous souhaitez en savoir plus sur le festival et sur cet instrument en particulier. C'est un plaisir aussi aujourd'hui pour moi de vous présenter cette émission parce que je connais Hong Hong depuis environ 6 ans déjà maintenant. Et ce festival était à la fois une occasion idéale pour reprendre plus de contact avec elle et pour vous la présenter, puisque j'en ai profité bien sûr pour l'interviewer. Donc l'entretien a eu lieu pendant le festival, donc vous entendrez peut-être quelques sons d'ambiance. C'était un petit peu difficile de trouver un endroit silencieux, mais malgré tout ce qui se passait autour, on a quand même réussi à prendre le temps de s'asseoir et de discuter. Hong Hong raconte donc comment est-ce que la guimbarde est entrée dans sa vie pour commencer. Avant, j'étais professeure de chinois, langue étrangère et traductrice d'anglais. J'avais envie de faire le tour du monde et mon travail me permettait de vivre et travailler dans différents pays. En 2017, j'ai rencontré la guimbarde quand on m'en a offert une comme cadeau d'anniversaire quand je voyageais à l'étranger. J'étais à la fois curieuse et fascinée par cette guimbarde qui est différente des autres instruments et je me suis rendu compte qu'il y a très peu d'informations à son sujet. J'étais de plus en plus curieuse et j'avais envie de mieux connaître ça, donc j'ai quitté mon travail pour partir à la recherche des guimbardes. Au fil de mes découvertes, j'ai réalisé que dans beaucoup d'endroits, la guimbarde est en train de disparaître, alors que c'est vraiment un instrument et une culture très spéciale qui est magnifique et très riche. Cela fait donc plusieurs années que Hong Hong n'est plus salariée, mais elle dit assez joyeusement qu'elle a survécu jusqu'à maintenant sans trop de problèmes. La guimbarde n'étant pas un instrument très connu, eh bien, à travers des conférences, des concerts ou encore la revente d'instruments, puisque c'est assez rare, en fait très peu de personnes le font, elle arrive à s'en sortir. Elle explique qu'elle collectionne ou qu'elle achète des guimbardes lors de ses voyages, et puis plus tard, elle les revend à des amis qui ont envie d'apprendre à en jouer. Elle enseigne aussi à en jouer, et comme elle est à peu près la seule à faire ça à Taïwan, eh bien, ce n'est pas si difficile pour elle de rejoindre les 2 bouts. Et même lors de l'organisation de ce festival, elle explique que l'argent arrive quand il y en a besoin, il trouve des manières de faire, mais qu'elle ne s'est jamais vraiment retrouvée dans une impasse à ce niveau-là, et elle n'est pas trop inquiète pour ça non plus. Cela fait donc plusieurs années que la guimbarde a une place centrale dans la vie de Hong Hong, et je lui ai demandé qu'est-ce qui l'a attirée dedans, qu'est-ce qui la fascine autant. La guimbarde est un instrument très ancien qui a plus de 4000 ans d'histoire. Dans de nombreuses cultures, c'est un instrument très basique qui marche par des vibrations qui deviennent sons en résonnant dans le corps. En fait, ce qu'on joue maintenant, c'est une sorte de fossile vivant de la musique qui est pareil que ce que jouaient les hommes de néolithique. Je trouve ça génial. À l'époque, j'avais reçu une guimbarde de Hongrie en métal qui ressemble à un ouvre-boîte. Mais du fait de cette longue histoire de plus de 4000 ans aux 4 coins du monde, les guimbardes ont des matériaux, des apparences, des cultures et des musiques très variées. Il y a une réelle richesse de différences. Certaines sont en fer, en bronze, en bambou, en bois, et il y en a de plus modernes. J'ai aussi fabriqué une guimbarde avec une carte de crédit. Tout est possible. Il faut juste qu'il y ait une languette qui vibre et qu'on puisse mettre devant la bouche pour que ça émette le son d'une guimbarde. Elle explique qu'il y a aussi différentes manières d'en jouer, soit en activant la languette avec un doigt, souvent pour les guimbardes qui sont faites en fer. D'autres sont parfois activées avec une ficelle, notamment des guimbardes en bambou.
voire même en frappant sur le côté. On peut aussi inspirer ou expirer pour faire des bruits différents ou bien parler un peu. Hong Hong explique aussi que lorsqu'elle cherchait plus d'informations au sujet de la guimbarde, en rentrant à Taïwan, elle a cherché ce qu'il y existait en chinois et elle a trouvé très peu de documentation, mais elle a découvert qu'il y avait aussi cet instrument chez les autochtones, mais qui est très différent à celui des Hongries qu'elle avait donc reçu, qui était sa première guimbarde. Il y a à Taïwan une tradition très ancienne de guimbarde et même un type de guimbarde avec plusieurs lamelles qui est unique au monde. Donc elle a cherché des gens qui pourraient lui en dire plus et elle a trouvé 2 ou 3 professeurs à qui elle a pu rendre visite et avec qui elle a appris à en jouer. Le premier professeur est Wang Zhiwen, aussi originaire de Puli comme moi. Il m'a appris et montré les utilisations, les traditions, les musiques dans leur culture. Par exemple, la fonction principale pour eux n'est pas de jouer de la musique. Beaucoup croient que comme c'est un instrument, elle sert à faire de la musique, mais en réalité, elle sert à transmettre des messages, à communiquer. Il est autochtone de l'éthique sédique. Pour eux, beaucoup de secrets ou des messages d'amour, ce qu'on n'ose pas dire à voix haute, est transmis à travers la guimbarde. Ensuite, elle a également rencontré un autre professeur de guimbarde de l'ethnie Atayal cette fois-ci, puis d'autres encore qui lui enseignaient chacun des choses un peu différentes. Par exemple, elle a appris qu'il fallait écouter les sons de la nature parce que la guimbarde et la nature sont quelque part en résonance et la guimbarde ne doit pas être jouée à un volume plus fort que les bruits de l'environnement de la nature. On lui a aussi dit qu'il n'y a pas de son juste ou faux puisqu'il n'y a pas de partition ni de notes précises à jouer. On peut aussi interpréter ses propres mélodies avec la guimbarde. On n'est pas obligé de ne faire que des airs traditionnels. Et puis on lui a aussi dit que la guimbarde peut devenir comme une deuxième voix, une deuxième langue. Au cours de ses recherches, elle a donc rencontré beaucoup de personnes, de professeurs, de maîtres de guimbarde qui lui ont appris énormément. Et donc elle explique qu'à travers ce festival international de la guimbarde, eh bien, elle a eu envie de regrouper toutes ces personnes qui lui ont transmis des choses, qui l'ont fait grandir, qui l'ont touché, et aussi de créer plus de liens entre les gens. Mais pour passer du rêve du festival à en faire vraiment une réalité, c'était encore tout un parcours. J'avais très envie de monter un festival depuis longtemps, mais je ne l'avais jamais réalisé. Il y a 2 ans, j'ai vu un atelier qui s'appelait Tirer du pain de son rêve, qui mettait les participants au défi de voir si leur rêve pouvait leur permettre de gagner de l'argent. Ça m'a plu comme idée. Je me suis inscrite et mon rêve était d'organiser un festival international de la guimbarde. Il y avait une limite de temps, il fallait réaliser son rêve dans les 6 mois. On était soutenus dans la réalisation du projet et avec leurs conseils, j'ai essayé de monter ce premier festival en 6 mois. Hong Hong explique que ce premier festival a eu lieu pendant le Covid, donc très peu d'étrangers pouvaient venir, mais un Japonais très motivé a fait 7 heures de queue pour obtenir son visa, puis 4 jours de quarantaine avant de pouvoir participer au festival. Et il est d'ailleurs revenu cette année. Et ensuite, il y avait aussi quelques autres étrangers qui vivaient déjà à Taïwan. La première édition du festival a duré 2 jours. Au total, il y a eu un peu plus de 1000 entrées. Cette fois-ci, le festival a duré 5 jours, avec 700 personnes inscrites sur l'ensemble du festival, donc en avance, plus presque une centaine de bénévoles, et puis la vente de tickets sur place. Donc il y avait environ 900 à 1000 personnes présentes sur le site à la fois. Cela représente donc environ le double du nombre de participants par rapport à la première édition du festival. Les 2 premiers jours, la scène principale était encore en train d'être construite. Je pense qu'il y a peu d'activités où quand le public arrive, la scène est en train d'être montée. Certains ont même donné un coup de main à la construction. Ensuite, les 3 jours suivants, à partir du vendredi, il y avait beaucoup plus d'activités, des visites guidées, des jeux, des marchés, des processions, des concerts. Hier soir, les concerts ont commencé à 17h sur la scène principale et les gens ont dansé jusqu'à 10h30.
Pour en savoir plus sur l'organisation de ce festival et en particulier les coulisses de l'organisation, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et fin de cet entretien avec Hong Hong. Et d'ici là, si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien, je vous invite également à regarder la vidéo qui présente ce festival. Merci beaucoup de votre écoute. C'était Florian Dai pour Radio Taïwan International.